Le discours de Joseph Kabila à la 69e Assemblée générale de l'ONU, c'était hier. On en parle ce soir avec vous. Bonsoir et bienvenue. François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle. Discours axé sur plusieurs sujets. On l'a vu, Joseph Kabila parlait terrorisme, virus, Ebola, parler guerre à travers le monde, comment y faire face. Il s'est même présenté en donneur de leçons. Il a fait un plaidoyer pour que l'Afrique soit beaucoup plus représentée dans les instances de décision, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et moi, j'aimerais, avant de parler politique, avant de parler situation de la République démocratique du Congo, voir d'abord cette crise, puisque, comme on dit, le virus s'est finalement invité au sommet des Nations Unies. Et Joseph Kabila en a fait part en parlant de la République démocratique du Congo. On se rend compte, c'est comme si c'était le bon élève dans cette crise qui a frappé, la RDC qui a déjà été frappée cette fois, qui aujourd'hui aide ou donne des leçons à d'autres pays. Oui, absolument. D'abord, il faut souligner quand même que le président Kabila a parlé comme un grand président d'un grand pays. Et comme tu venais de le dire tout de suite, il a brossé la situation mondiale, des problèmes qui touchent le monde, notamment le problème du terrorisme, les problèmes d'Ebola sur lesquels nous allons nous appesantir tout de suite, et des questions de paix à travers le monde. Et donc, parlant d'Ebola, effectivement, la RDC, c'est un pays qui a connu plusieurs fois, au moins 7 fois, si je m'abuse, des problèmes d'Ebola dans notre pays, en province orientale, en province du Bandundu et la province de l'Équateur récemment. Et à chaque fois, et il faut les retenir, Ebola a été circonscrit dans l'ère où il est apparu. Ce qui démontre une grande capacité de maîtrise de nos spécialistes en maladies infectieuses. Et on a pu les gérer dans un laps de temps relativement court, à chaque fois. Et le dernier cas, c'est celui qui est apparu à Boindé-Adjera, où on regrette 40 personnes disparues. C'est beaucoup dans tous les cas, mais c'est peu comparé à ce qui est arrivé en Afrique de l'Ouest, où hier encore, en Sierra Leone, on a cantonné 1 200 000 personnes chez eux, de peur de voir la contagion se multiplier. Et avec cette mise en quarantaine de toute la population, il y a eu 70 cas de morts qu'on a retrouvés en un jour. C'est vous dire donc que la RDC a des compétences. Nous avons des spécialistes dans ce domaine et le président de la République a été très clair à cela. Nous avons la maîtrise de cette maladie. Nous l'avons circonscrit et nous sommes en voie de la vaincre, cette maladie au Congo. Et nous allons exporter nos compétences vers les pays qui en ont besoin. Et plus encore, nous allons créer des infrastructures au Congo de formation pour donner des leçons. C'est vous dire que la RDC est un pionnier en quelque chose. Et on ne peut pas toujours considérer la RDC comme un pays qui est à la traîne du monde, mais en cette matière, la RDC est un pionnier et nous devons nous en féliciter. Alors, ce matin, beaucoup de journaux sont revenus sur certaines phrases, et surtout cette citation de Radio Okapi. Je l'ai même retrouvé sur la prospérité. Je suis heureux de vous dire que la RDC est de nouveau un pays debout. C'est une des phrases clés. Le pays qui se porte mieux qu'il y a 13 ans. Est-ce que cette phrase vaut son pesant d'or? Où était la RDC il y a quelques années? Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, absolument. Le président de la République a eu raison de le dire. Il y a 13 ans, nous avions une inflation à 3 chiffres, tout au moins. Et nous avions un budget qui atteignait à peine le milliard de dollars. Et nous avions une inflation qui était, en tout cas, relativement forte. Et donc, les prix sur les marchés conséquemment variaient régulièrement. Et par conséquent, le pouvoir de l'achat de la population était en train de s'effriter régulièrement. Aujourd'hui, la situation s'améliore du point de vue économique et le président de la République l'a si bien dit. Nous avons une inflation proche de zéro et nous avons une des meilleures croissances d'Afrique. Mais quand même, dans tout ça, c'est comme on dit, c'est beaucoup critiqué. Revenons sur le plan interne, discours, mais les répercussions sur la vie nationale, peut-être on ne sent pas ça. Non, les répercussions existent, mais en fait, les gens ont tendance à réduire la vie nationale par la situation des employés de l'État.
Ou par Comme l'assiette si... l'assiette de la ménagère. Non, le panier de la ménagère. les paniers de la ménagère, encore même l'assiette ou les sachets de la ménagère, n'est pas homogène partout en République démocratique du Congo et pour tous les citoyens, il faut le dire. Quand on arrive à faire des routes, comme on en a fait aujourd'hui, des connexions entre les provinces, il est fatalement certain qu'il y ait des personnes qui cultivaient soit les manioc ou les maïs qui ne les écoulaient pas, qui arrivent à les écouler aujourd'hui. Est-ce que ça se sent? Est-ce que ça se sent, par exemple, à Kingasani, marché de la Liberté, tout ça, qui a des produits, oui. Il y a beaucoup plus de camions sur, par exemple, la RN1 entre Kinshasa et Bandundu. En tout cas, il y en a davantage. Et ce qui est vrai, c'est que ces camions font beaucoup moins de temps et s'amortissent pendant plus longtemps. Ça, c'est une évidence. Et donc, allez demander aux propriétaires des camions en combien de temps ils remplaçaient des pièces de leur véhicule. Ils vont vous dire qu'on en remplace après plus longtemps qu'avant. Combien de temps on gaspillé en cours de route, ils vous diront qu'on en dépense moins. Et ça, c'est un avantage économique sérieux. On ne peut pas en discuter. Le fait qu'on dise aujourd'hui que les salaires des agents n'a pas forcément augmenté, mais que les prix, plutôt la valeur de ces salaires ne s'est pas effritée, c'est un gain. Ça veut dire que si il y a 20 ans, quand vous touchiez votre salaire équivalent, je sais pas, à 200 $, et que demain, ce salaire-là équivalait à 100 $, vous étiez en train de perdre. Dès lors que vous ne perdez pas. Je pensais que vous allez dire 40 000 francs, puisqu'il y a encore des salaires de 40 000 francs. Oui, c'est possible. Mais même ces 40 000 francs, s'ils restent avec la même valeur pendant une longue durée, il y a une stabilité. La personne peut acquérir les mêmes biens avec la même monnaie. Mais il est vrai, comme vous l'avez dit, et je ne peux pas me voiler la face, je suis un élu de la nation. Il faudrait effectivement qu'on fasse davantage pour accroître les niveaux des revenus des populations. Mais ces niveaux des revenus de la population, le chef de l'État l'a dit encore, il va arriver par la création des emplois et par la possibilité de donner des emplois à valeur ajoutée interne aux populations et réduire le chômage. Et donc, ce n'est pas en distribuant des salaires par l'État que cela va se faire. C'est par l'accroissement de l'activité interne, une activité qui soit capable de pouvoir prendre de la main-d'œuvre, pouvoir prendre des personnes qui ont besoin du travail, diminuer le chômage et augmenter les revenus à se distribuer au niveau de la nation. Puisque là on revient à dire que ça, le climat des affaires qui s'est amélioré en République démocratique du Congo, ça aussi, vous politiques ou ceux qui gèrent la nation le disent tout le temps, mais pourquoi ces investisseurs ne frappent-ils toujours pas à la porte de la République démocratique du Congo? Il y en a qui ont frappé à la porte. Parce que même dans le discours, hier, on a entendu le président le dire qu'il faut qu'il y ait des partenaires. Oui, mais il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. Quand nous quittons de 1 milliard de recettes de l'État à 9 milliards, ça veut dire que cet argent-là a été créé quelque part. Ça veut dire qu'il y a des investissements. Il y en a eu beaucoup dans le secteur minier. Il y en a de plus en plus dans le domaine pétrolier qui frappent à la porte en attendant la loi sur les hydrocarbures que nous allons voter, j'espère, d'ici cette session. Il y en a dans l'immobilier. Tout autour de vous, vous remarquez autant d'immeubles qui poussent chaque jour. C'est de l'argent, c'est de la main-d'œuvre qui est donnée, c'est des architectes, des ingénieurs qui obtiennent du travail. Même si, des ouvriers. Le petit peuple n'a pas accès à ces immeubles. Les petits peuples ont accès à ces immeubles par la main-d'œuvre. Ça veut dire que quand vous travaillez à la construction de ces immeubles-là, vous avez des revenus qui vous permettent de loger pour l'instant dans les banlieues. Mais demain, il y a, je crois que j'ai suivi hier ou avant-hier sur vos chaînes, vers Njili Brasserie, il y a un projet immobilier pour les gagnes petits. Nous allons y arriver. Faisons en sorte d'abord que les gagnes gros, entre guillemets, puissent être bien logés au centre-ville, qui quittent déjà les cités pour lesquelles nous nous battions pour les loyers. Et après, nous allons construire des cités modernes pour les gagnes petits. C'est un avantage. Donc, François Nzekouye, parce que ce discours est vraiment diversifié, la paix, on peut dire que c'est aussi un acquis, puisqu'hier on entendait le chef de l'État parler également de la paix, avec, comment il a parlé de volonté, méthode et détermination. La République démocratique du Congo est arrivée à ce point. C'est un acquis aujourd'hui, la paix. Absolument. Je crois que, comme vous l'avez dit, j'étais très fier d'entendre Kabila hier, parce qu'on le sentait un homme relativement satisfait. Il ne peut pas être totalement satisfait. Quand on dirige un État, on ne peut jamais être satisfait, sinon on démissionne, on dit tout est accompli. Et donc, il était un homme relativement satisfait et en tout cas suffisamment satisfait pour la question, le chapitre de la paix. Personne ne croyait que l'armée de la RDC pouvait en finir avec les M23. Encore moins
au-delà du M23, en finir avec les ADF Nalou. Aujourd'hui, si vraiment on s'implique dans l'option militaire, les FDLR ne feront pas un mois. On s'est dit, on veut les accompagner à faire un désarmement volontaire. C'est la raison pour laquelle on ne tape pas dessus, mais ce n'est pas faute de compétences ou d'équipements. Donc nous avons une armée aujourd'hui dont nous pouvons être fiers. Nous sommes capables aujourd'hui non seulement de garantir la paix à l'intérieur de nos frontières, mais nous exportons aussi nos compétences. C'est le cas de la Bangui aujourd'hui, où les troupes congolaises de la police et de l'armée sont félicitées par tout le monde pour leur discipline, pour leur expertise, pour leurs compétences. Pour une fois. C'est vous dire que la RDC change. Nous sommes en train d'aller de l'avant, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas le croire, même en les vivant, mais nous disons que les pays avancent, mais il y a encore beaucoup à faire parce que nous venons d'un gouffre. Et quand vous venez d'un gouffre, vous êtes en train de monter. Même si vous faites 20 mètres sur 100, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes sorti, mais vous avancez. C'est cela, en fait, ce qui est important mais pour tout un cela, pays. pour de l'avis de beaucoup de personnes, risque d'être effrité sur le plan politique. Parce que si vous avez parlé de la paix, vous avez parlé de la croissance économique, mais sur le plan politique interne, vous êtes député national à l'Assemblée nationale, il y a le débat aujourd'hui. D'autres ne veulent pas participer au débat. On parle élection, on parle révision de la Constitution. Et je me rappelle même que hier, le président, quand il parlait de la consolidation de la démocratie et du renforcement de la cohésion nationale, il dit que ça demeure encore des objectifs prioritaires. Ça veut dire que nous ne les avons pas atteints. Et on se rend compte, c'est aussi vous et moi, que beaucoup plus de déclarations se font aujourd'hui par rapport à une crise, peut-être l'opposition qui proteste par rapport à telle ou telle décision que les politiques, vous de la majorité, vous prenez par exemple. Oui, mais en fait, je crois qu'il faut aller poser la question à l'opposition qui ne veut pas du débat. D'abord, par rapport aux questions électorales, les chefs de l'État étaient clairs. Ils respectent l'autonomie de la CENI. Et si débat il doit y avoir au niveau de la CENI, c'est à l'interne, où il y a les représentants de l'opposition, de la société civile et de la majorité. Et donc, nous considérons... Même si l'opposition demande à ses représentants de oui, ce que je veux dire, ils n'en ont pas le droit du point de vue légal. Il faut lire la loi qui règle l'organisation de la CENI. Dès lors que vous avez envoyé vos représentants à la CENI, ils deviennent indépendants de vous. Vous coupez les ponts. Ils n'ont pas de compte à vous rendre. Et là, c'est une mauvaise lecture ou un manque de lecture des textes que nous avons votés, eux et nous, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, je disais que si débat il doit y avoir, c'est à l'interne de la CENI. Quand une décision quitte la CENI et qu'elle est prononcée par son président ou son rapporteur, ça engage tous les membres de la CENI, membres du bureau comme membres de la plénière. Quand on nous dit que l'opposition ne veut pas participer à l'Assemblée nationale à toute question qui va entraîner une modification constitutionnelle et qui nous demande à côté de faire un débat, on se pose la question qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est le meilleur débat qu'on peut organiser dans un pays si ce n'est pas au niveau de l'Assemblée nationale? Quel est le débat citoyen qui porte, qui a valeur, si ce n'est pas le débat au niveau de l'hémicycle? Vous voulez qu'on fasse des débats ou dans la rue? Il parle peut-être de la procédure qui serait biaisée. Laquelle? La procédure, nous la connaissons, eux et nous. Quand le gouvernement nous envoie un projet de loi en procédure d'urgence, nous ne pouvons que l'accepter. C'est les débats que nous avons eus les jours où nous avons adopté les calendriers. Maintenant que le projet est reçu, on peut en débattre, qu'on en discute, qu'on voit les fondements. Est-ce que ce que le gouvernement demande vaut la peine ou ne vaut pas la peine? C'est là que les débats doivent avoir lieu. C'est là que l'opposition, l'UNC et je ne sais pas l'UDPS doivent s'exprimer. S'ils s'expriment dans la rue, à ce moment-là, leur débat n'a aucun impact sur les institutions. Et donc, nous disons qu'ils ont le devoir de venir faire les débats avec nous, qui disent, parce que les séances de l'Assemblée nationale sont radiodiffusées et télévisées, qu'ils les disent devant le peuple pour quelles raisons ils s'opposeraient à telle ou telle révision constitutionnelle. Le peuple va les entendre et le peuple pourra nous sanctionner si nous avons tort. Donc, le fait de ne pas vouloir les débats à l'Assemblée nationale, c'est ça la faute de l'opposition. L'opposition fouille les débats parce qu'il sait qu'il n'a pas d'argument. Nous disons, nous sommes prêts à l'Assemblée nationale de faire débat sur toutes les questions, sans tabou, que le peuple nous entende et nous sanctionne positivement ou négativement si tel notre point de vue n'est pas ou est en accord avec la population. Alors, François Nzekouye, dans ce même discours, puisque c'est du discours d'hier, puisque on va terminer peut-être par là, la RDC, c'est le plaidoyer de la RDC, on a entendu le président hier le dire, qui parle d'une représentation juste de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est aujourd'hui prête à
à prendre part dans les organes de décision des Nations Unies, par exemple, puisqu'il a donné l'exemple du Conseil